Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le procès du Sénégalais Lamine Diack a été rouvert ce lundi à Paris en France. Le patron sortant de l'athlétisme mondial est accusé d'avoir protégé notamment des athlètes russes et d'avoir détourné de l'argent. La fermeture des cours fédérales prolongée en Éthiopie en raison de la pandémie de Covid-19. La Cour suprême a décidé de maintenir leur fermeture partielle. Décision qui a un lourd impact dans le traitement des affaires juridiques dans le pays. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction de l'Égypte où dans le cadre de la lutte contre la maladie à nouveau coronavirus, l'injection de plasma de malades guéris montre ses premiers résultats. 8 personnes ont été déclarées guéries de Covid-19 grâce à une méthode encore en phase d'essai dans le pays. Mais avant de développer ces titres, Pierre Nkurunziza n'est plus. Le président sortant du Burundi est décédé ce mardi à l'hôpital de Karuzi où il avait été transporté ce dimanche suite à un malaise. Un décès qualifié d'inopiné par la présidence qui en a fait l'annonce via un communiqué. Âgé de 55 ans, Pierre Nkurunziza a succombé d'un arrêt cardiaque. Une thèse que bon nombre d'observateurs réfutent. Des rumeurs persistantes sur une contamination au Covid-19 circulaient depuis ce lundi dans le pays. Pierre Nkurunziza devait pour rappel passer le pouvoir au président nouvellement élu Évariste Ndayishimiye au mois d'août. Écoutons à ce propos notre éditorialiste Gratien Rukindi-Kiza. Je pense que le scénario va être celui de que le vice-président assure les affaires courantes et que Évariste Ndayishimiye qui a été élu tout en sachant que la Constitution ne stipule pas exactement le délai minimum, stipule le délai maximum, ce qui fait que Évariste Ndayishimiye peut être investi au moins au début du mois de juillet. Juste, il se prépare et il peut être investi très rapidement pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui assure l'intérim. Voilà la situation qui se présente au Burundi. Je pense que ça va être calme parce qu'il est mort de maladie. Et la grande question va être comment est-ce que Évariste Ndayishimiye qui arrive, qui débarque il y a un poste, il y a pas quelqu'un qui a une expérience sur ce poste, comment est-ce qu'il va exercer le pouvoir parce qu'on pensait que il aurait la tutelle de Nkurunziza qui va continuer à gérer le pays. Même Évariste Ndayishimiye était préparé au moins pour les premières années, mais aujourd'hui Évariste Ndayishimiye va se retrouver tout seul à exercer le pouvoir. Quelle sera l'influence des généraux? Quelle sera l'influence des Imbonerakure? Est-ce qu'Évariste Ndayishimiye débarrassé sans Nkurunziza pourra renouer les relations avec le Rwanda, pourra faire rentrer les Burundais qui sont en exil? Je pense que plutôt on est à l'heure de l'optimisme. Dans l'actualité également, la commission électorale du Malawi dispose de 7 nouveaux membres, 4 hommes et 3 femmes, dirigés par Chifundo Kachale. Cette dernière a été nommée par le président Peter Mutharika. Le révérend Maurice Muntali, porte-parole du principal parti d'opposition, le Parti du Congrès du Malawi, salue la désignation du juge Kachale, dont le MCP tient en très haute estime. Les Malawites réclamaient depuis des mois la désignation d'une nouvelle MEC suite à l'annulation en février dernier des résultats de la présidentielle de 2019 pour cause d'irrégularité. Le procès de Lamine Diack, 87 ans, s'est ouvert ce lundi à Paris. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme est soupçonné d'avoir étouffé en échange de pots de vin de plusieurs millions de dollars des cas de dopage. L'objectif était entre autres de favoriser les négociations sur les droits télé. Il risque jusqu'à 10 ans de prison pour corruption. Zahra Mohamed Outou, commentaire Ange Bijou-Nomenio. Le procès de Lamine Diack s'est ouvert ce lundi 8 juin à Paris devant la 32e chambre correctionnelle. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme entre 1999 et 2015 est accusé par le parquet national financier d'avoir mis en place une véritable organisation criminelle dans une affaire de dopage, de corruption et d'ingérence politique. Les faits remontent au début des années 2010. Il y a eu des accusations extrêmement graves contre 2 grands dirigeants du sport mondial. Je veux parler de Sepp Blatter et de Michel Platini. Mais ces 2 géants du sport mondial n'ont jamais été mis en résidence surveillée, contrairement à Lamine Diack. Et on l'a mis en résidence surveillée où? En France. Or, il habite à Dakar. Ça aurait été à Dakar, on peut comprendre. Il est âgé depuis dimanche de 87 ans. Qu'est-ce qui les empêche de le laisser à Dakar et de l'interroger? Parce que jusqu'à présent, on est au niveau des accusations. L'ancien dirigeant sénégalais de l'AIAF est soupçonné d'avoir caché des cas de
dopage russe en échange de sommes d'argent illégalement perçues. Leur montant, près de 4 millions de dollars. Des fonds qui auraient notamment servi à soutenir l'opposition sénégalaise lors des élections de 2012. On lui reproche également d'avoir détourné des fonds de la fédération à son profit et à celui de Papa Massata Diack, son fils et ancien consultant marketing de la Fédération internationale d'athlétisme. Dans ce procès, Lamine Diack comparaît avec 5 autres présumés. Ça va faire 5 ans quand même, oui, je pense que oui. Aujourd'hui, oui, parce que pour eux, le président Diack fait partie des principaux accusés. Ils vont aller jusqu'au bout. Et c'est sûr qu'ils ne mettront jamais la main sur les dirigeants, les 2 dirigeants russes là qui ont été accusés. Parce que bon, la Russie, c'est une grande puissance. Elle ne va jamais extrader ses citoyens. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Après un faux départ en janvier 2020, c'est un procès attendu qui se tient dans la capitale française, 5 ans après le retentissement scandale de corruption sur fond de dopage. Lamine Diack, 87 ans, encourt jusqu'à 10 ans de prison pour corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment d'argent en bande organisée. Cité dans une affaire de trafic de drogue, le ministre ivoirien de la Défense Ahmed Bakayoko va porter plainte contre le site internet Vice. Ce dernier a publié une série d'articles impliquant dans le trafic de cocaïne en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien par intérim a déclaré que la prétendue enquête de 2 journalistes va à l'encontre de ses principes de vie et sont de nature à jeter le discrédit sur son pays. Il n'a toutefois pas précisé où il porterait plainte. Le site Vice disposant en effet de plusieurs éditions en Amérique du Nord et en Europe. Toujours en Côte d'Ivoire, la préparation des élections se poursuit afin de permettre à tous les Ivoiriens de s'inscrire sur les listes électorales. L'Office national de l'état civil et de l'identification a décidé de passer à la vitesse supérieure. En plus des centres d'enrôlement, les agents se déplacent et vont vers les pétitionnaires dans les quartiers pour plus d'efficacité. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. Vers l'enrôlement de masse de la population en Côte d'Ivoire, l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification, procède depuis le 17 février 2020 à l'enrôlement des populations afin de leur établir la carte nationale d'identité qui leur permettra de voter à l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020. Des équipes mobiles sont déployées afin de toucher le maximum de personnes. Une ancienne carte d'identité est demandée pour le renouvellement. Pour les nouvelles demandes, il faut l'extrait d'acte de naissance et le certificat de nationalité. Tous les pétitionnaires paient un droit de timbre de 5 000 francs CFA. Nous nous déplaçons parce que la majorité de la population est négligente. Surtout dans les quartiers se trouvent les vieillards qui ne peuvent pas se déplacer et les parents qui travaillent, qui n'ont pas le temps pour se rendre dans nos différents sites pour l'enrôlement. Donc on est obligé de se déplacer pour venir les enrôler pour avoir un résultat meilleur lors des élections. Pour la population, c'est une bonne initiative qui leur permet de se faire enrôler sans courir le risque d'être contaminé par la maladie du coronavirus et d'éviter les longues files d'attente. Pour ce qui est des renouvellements de cartes d'identité, ça a été assez rapide. C'est plutôt pour les nouveaux majeurs et pour ceux qui ont changé des éléments, disons, dans leur identité, que là, c'était un peu plus long. Avec les contraintes professionnelles que nous subissons toujours, c'est plus que favorable pour nous qui avons un emploi du temps un peu chargé d'être venus dans mon quartier de naissance pour me faire enrôler. En rappel, l'ONESI dispose de plus de 700 centres et a déployé 2000 kits mobiles pour enrôler les populations vivant en Côte d'Ivoire. L'opération concerne 11,3 millions de personnes, dont 5 millions de nouveaux majeurs. La pandémie de Covid-19 impacte également les juridictions. C'est le cas en Éthiopie. La Cour suprême du pays a décidé le renouvellement de 30 jours de la fermeture partielle des cours fédérales à cause de la pandémie de coronavirus. Une fermeture dont les conséquences sont lourdes au niveau du traitement des affaires juridiques. Neil Bessa. Prolongation de 30 jours pour la fermeture partielle des cours fédérales en Éthiopie. La prorogation qui fait suite à la pandémie de coronavirus qui secoue le pays se justifie par les informations publiées par le ministère de la Santé faisant état d'un nombre croissant des nouveaux cas de Covid-19 dans le pays. De plus, la Cour suprême fédérale a indiqué que cette décision vise à renforcer la sécurité des juges et des autres travailleurs ainsi que des personnes qui viennent dans les locaux de l'institution.
L'impact de la prolongation de la fermeture des cours fédérales en Éthiopie, c'est d'abord stopper la propagation du virus. Quand on sait que les cours fédérales sont pratiquées par un nombre de gens, il faut aussi comprendre que l'Éthiopie aujourd'hui est un des pays les plus affectés de la sous-région d'une façon générale. Outre cette prorogation de la fermeture partielle des cours éthiopiennes, la Cour ne recevra plus de nouveaux dossiers pendant cette période d'extension. Cependant, les affaires urgentes sur lesquelles il faut statuer seront examinées. Du moment où les cours fédérales ne peuvent plus recevoir de nouveaux dossiers, ça peut impacter bien évidemment le traitement des questions judiciaires. La conséquence est qu'à la reprise, les cours fédérales auront beaucoup de dossiers à expédier, ce qui pourrait demander un peu plus d'énergie et de temps pour pouvoir expédier ces dossiers qui seront entassés sur les bureaux des juges fédéraux. Soulignons que les mesures de fermeture partielle étaient imposées aux cours fédérales depuis le 18 mars 2020 afin de limiter la propagation de la pandémie. L'Éthiopie a par ailleurs enregistré 129 nouveaux cas de coronavirus sur 5500 tests, soit un total de 2020 personnes infectées, dont 334 guérisons et 27 décès. La lutte contre le Covid-19 prend un nouveau tournant en Égypte. L'injection de plasma sanguin de malades guéris de la maladie sur les patients atteints de Covid-19 est à l'étude et les premiers résultats sont plutôt concluants. 8 personnes ont d'ores et déjà été déclarées guéries de Covid-19 grâce à cette méthode. Nathalie Mouffe. L'Égypte a annoncé des résultats positifs de ses tests cliniques d'injection de plasma sanguin de patients en convalescence à des malades actifs de Covid-19. Dans une déclaration le 5 juin 2020, la ministre égyptienne de la Santé, Hala Zayed, a dit que ces essais thérapeutiques s'inscrivent dans le cadre des efforts de l'État pour aider à trouver un remède contre la maladie à coronavirus. Dans le pays, le taux de guérison complète a atteint 25%. Et le taux de mortalité est passé de 7% à 3%. Il s'agit de la nouvelle stratégie du ministère de la Santé pour réduire la pression sur les hôpitaux. Jusqu'à présent, cela a permis de libérer 8 patients des unités de soins intensifs. Et je tiens à dire que le plasma sanguin d'un cas récupéré peut être utilisé pour traiter 2 patients. L'Égypte a besoin de dons de 1000 plasmas sanguins pour traiter les patients souffrant de complications de Covid-19. Le gouvernement a ouvert 5 centres de prélèvement accueillant des donneurs âgés de 18 à 60 ans préalablement testés positifs au coronavirus. Des espoirs dans le plasma sanguin contre la Covid-19, c'est tout simplement parce qu'on peut aider donc des malades en phase aiguë de la maladie à guérir grâce à ce qu'on appelle la thérapie passive par transfert d'anticorps. On prend des anticorps produits par des anciens malades guéris depuis au moins 14 jours et on les donne à des malades encore actifs. Bien entendu, cette méthode doit encore faire ses preuves de façon robuste. Entrée dans la 17e semaine de présence de la pandémie de Covid-19 dans le pays, l'Égypte compte 50% de malades soignés à domicile. Le pays envisage l'introduction du médicament antiviral Remdesivir dans son protocole de soins aux patients atteints de Covid-19. Zanzibar, de nouveau accessible au public en dépit de la pandémie de Covid-19. Une réouverture des frontières avec prudence après plus de 2 mois d'activité suspendue dans le cadre des mesures gouvernementales visant à stopper la propagation du coronavirus. Neil Debessa. Après 2 mois d'activité suspendue suite à la pandémie de coronavirus, Zanzibar est désormais ouvert au tourisme et aux voyages internationaux. Les autorités tanzaniennes de Zanzibar ont annoncé samedi 6 juin la réouverture des activités touristiques après leur fermeture à la suite de l'épidémie de Covid-19. Zanzibar a aujourd'hui ouvert ses activités touristiques à la normale pour les vols charters et les vols réguliers. Tous les voyageurs devraient détenir une assurance médicale. Ils doivent suivre des directives strictes sur la prévention du Covid-19 imposées par les autorités sanitaires. Les voyageurs arrivant subiront un dépistage au point d'entrée et ceux trouvés présentant des symptômes seront envoyés dans un centre d'isolement désigné pour d'autres tests.
C'est depuis le 20 mars 2020 que les autorités tanzaniennes ont annoncé la fermeture de tous les hôtels touristiques et l'interdiction de tous les vols touristiques en tant que mesure de protection contre la pandémie de Covid-19. Une réouverture qui contribuera à redynamiser le secteur touristique du pays. Du point de vue économique, je pense que la reprise de l'aéroport de la Tanzanie, ça permettra d'attirer des investisseurs, ça permettra en fait de générer en fait un surplus d'investissement et peut-être de rattraper une partie du retard économique qui a été dû par l'épidémie du coronavirus. Des gens qui viennent, qui créent des emplois et surtout que les pays comme la Tanzanie sont des pays qui dépendent un peu des économies extérieures, donc ça permettrait vraiment de relancer la croissance économique du pays. Le tourisme est le plus grand secteur économique de l'archipel et est essentiel à la stabilité socio-économique des îles. L'activité représente 27% du produit intérieur brut, 80% des revenus étrangers et fournit les emplois les plus élevés du secteur privé. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.